Chers amis boursicoteurs, comme vous avez pu le voir, le Bitcoin bat record après record et attire de plus en plus d'investisseurs. Peut-être vous demandez-vous qu'est-ce que le Bitcoin? Peut-être avez-vous même pensé à en acheter. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce que le Bitcoin et dans un deuxième temps, je me demande s'il s'agit d'une opportunité d'investissement ou d'une arnaque. Alors le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Le Bitcoin est une crypto-monnaie, soit une monnaie numérique chiffrée, qui fut introduite en 2009 par un ou des créateurs inconnus portant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Alors, en pleine crise bancaire aux États-Unis, l'objectif de Nakamoto était de mettre en place un système décentralisé d'échange peer-to-peer permettant l'envoi de paiements électroniques directement d'un individu à un autre sans passer par l'intermédiaire des banques. Pourquoi vouloir couper l'intermédiaire? Parce que le système financier actuel est basé sur la confiance que l'on accorde à une tierce partie, soit les institutions financières. Ce sont les banques qui s'assurent de transférer les fonds d'un compte à un autre lorsqu'un paiement électronique est fait. Une minorité d'institutions se retrouve avec le rôle d'assurer l'intégrité entière du système financier. Ce service est rémunéré par la facturation de frais transactionnels directs ou indirects et demande à ce qu'une grande quantité d'informations personnelles soit recueillie pour que la transaction soit réalisée. Pensez à tout ce que l'on vous demande lorsque vous voulez ouvrir un compte bancaire, par exemple. L'intégrité du système et de vos données se retrouve donc dans les mains d'une autorité centrale qui a le rôle de vérifier et de garantir les transactions en plus de protéger vos informations personnelles. Cette centralisation de l'information et des responsabilités à l'égard de l'intégrité du système peut causer des problèmes éthiques menant à des fraudes ou des scandales aux conséquences importantes. Après tout, toute autorité centrale se retrouve avec beaucoup de pouvoir et il peut être tentant de l'utiliser à mauvais escient. Plusieurs événements récents nous ont d'ailleurs prouvé que faire confiance à une autorité centrale, a priori digne de confiance, peut s'avérer risqué. Nakamoto avait aussi pour objectif de réduire les frais transactionnels lors de l'envoi de paiements électroniques entre individus, chose qui à l'époque était assez dispendieuse. Maintenant, la question que plusieurs se posent, c'est le Bitcoin, comment ça fonctionne? Sous le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie, se trouve une technologie sous-jacente nommée la blockchain. En tentant d'expliquer cette technologie, on peut facilement se perdre car n'oubliez pas qu'au final, tout ça, c'est du coding informatique. Prenez le livre comptable d'une banque. Lorsque Paul envoie 100 $ à Jean, l'opération est enregistrée dans le livre comptable de la banque. On y note le montant, la date, l'heure et puis les comptes respectifs de Paul et Jean sont crédités ou débités du montant envoyé. D'aucune façon, Paul et Jean peuvent vérifier le livre comptable de la banque pour s'assurer que l'information qui est contenue est correcte. Les deux individus doivent s'en remettre à la bonne foi de l'institution qui traitera l'information en bonne et due forme, en plus de s'assurer que les fonds quitteront bien le compte de Paul pour s'en aller dans celui de Jean, afin d'éviter que les mêmes sommes soient déboursées deux fois. En fait, comme je l'ai dit précédemment, tout repose sur la confiance que les deux hommes ont dans l'institution financière. Un banquier malhonnête pourrait falsifier le livre comptable et modifier, ajouter ou supprimer une transaction. Et puis, lorsqu'on y réfléchit, les modifications au livre comptable des banques n'ont pas besoin d'être nécessairement malhonnêtes. Qui doit combien à qui? Tout ça peut facilement être modifié par les autorités centrales. Pensez à toute la monnaie qui fut créée depuis les débuts de la crise sanitaire. Quelqu'un a pris la décision de modifier les livres comptables. Que ce soit justifié ou pas, il y a des conséquences à ces modifications et les décisions prises par les autorités centrales sont à toute fin pratique sans appel. Or, pour la blockchain, le livre comptable où sont enregistrées les transactions faites entre les individus est ouvert et public tout en conservant les identités des utilisateurs anonymes. Chaque transaction y est enregistrée et peut être vérifiée par quiconque. Exit les banques centrales, les gouvernements ou les banques privées. Aucune autorité centrale ne contrôle le livre comptable du Bitcoin et de ce fait, personne ne peut le modifier à sa guise. La décentralisation du Bitcoin réduit donc le risque de corruption, de fraude ou de manipulation de la monnaie. Étant donné que des milliers,
voire des millions d'ordinateurs conservent le livre comptable contenant toutes les transactions en Bitcoin réalisées, il devient quasiment impossible de le corrompre. Donc, pour que tout ça fonctionne, la technologie repose sur un réseau d'ordinateurs connectés entre eux via Internet qu'on appelle, dans le jargon, un peer-to-peer network. Rappelez-vous, lorsque vous téléchargiez de la musique sur Napster, Kazaa ou LimeWire, eh bien, vous le faisiez via un réseau peer-to-peer. Pour que vous puissiez vous imaginer la blockchain, pensez à un livre comptable conventionnel. Sur chaque nouvelle page où l'on inscrit une nouvelle transaction, un sommaire faisant référence à la page précédente, soit la transaction antérieure, y est présent. Ce qui veut dire que chacune des pages du livre comptable est liée à celle qui la précède. Chaque page du livre représente donc un bloc et chaque bloc réfère au bloc transactionnel précédent, ce qui veut dire que les blocs forment une chaîne entre eux. De là la fameuse blockchain. Lorsqu'une nouvelle transaction est effectuée sur le réseau blockchain, celle-ci est envoyée à tous les ordinateurs du réseau qui doivent résoudre un problème mathématique complexe pour la valider. Cette preuve de travail requise pour toute transaction réalisée sur le blockchain remplace la confiance qu'on accorde normalement à l'intermédiaire, par exemple la banque, ayant pour rôle d'assurer l'intégrité du livre comptable. Lorsqu'un premier ordinateur du réseau réussit à résoudre le problème mathématique lié au bloc transactionnel, l'information est envoyée à tous les autres ordinateurs et le livre comptable public est mis à jour à la grandeur du réseau. Pour son travail, l'ordinateur ayant résolu le problème se voit récompensé en Bitcoin. Ce processus, c'est grosso modo ce qu'on appelle le minage de Bitcoin. Au départ, le tout pouvait être réalisé à partir d'un ordinateur portable. Or, les calculs se complexifient à mesure que le nombre de blocs créés sur la chaîne augmente. Aujourd'hui, le minage de Bitcoin nécessite des dizaines, voire des centaines d'ordinateurs hyper puissants et le processus est très énergivore. Présentement, à chaque fois qu'un nouveau bloc transactionnel est créé, soit environ toutes les 10 minutes, 6,25 nouveaux bitcoins sont émis. Cependant, un nombre maximal de 21 millions de bitcoins sera créé et on estime que le dernier bitcoin sera miné en 2140 en raison de la complexification des problèmes mathématiques que doivent résoudre les mineurs. Et quant à la sécurité reliée au processus, le blockchain est quasiment incorruptible. En fait, pour pouvoir fausser ou modifier une transaction, un agent malicieux devrait prendre le contrôle de plus de 50% de la puissance de calcul du réseau, ce qui est impossible en raison de la décentralisation de celui-ci et de la capacité de calcul qui serait requise. Passons maintenant du côté investissement. Le Bitcoin est par sa genèse une monnaie, c'est-à-dire qu'il peut agir à la fois comme un instrument d'échange, comme une unité de compte et comme un réservoir de valeur. Les deux premières fonctions sont assez évidentes. De plus en plus de commerces acceptent les paiements en Bitcoin et affichent leur prix dans la crypto-monnaie. Microsoft, AT&T, Expedia, Subway et BMW acceptent les paiements en Bitcoin. Au Venezuela, par exemple, où le pouvoir socialiste a complètement détruit l'économie, la monnaie virtuelle gagne de plus en plus de terrain. En ce qui a trait à sa qualité de réservoir de valeur, le Bitcoin reste une monnaie volatile. Les prix subissent des fluctuations importantes. Les années 2017 et 2018 en sont de bons exemples, tout comme la hausse récente des prix. La crypto-monnaie peut facilement chuter de 20% du jour au lendemain, ce qui remet en question sa qualité de réservoir de valeur. On peut expliquer ces fortes variations par le fait que le Bitcoin est toujours dans sa phase préliminaire d'adoption et qu'il reste détenu par une minorité d'individus. Par exemple, la valeur totale de tous les bitcoins en circulation représente un peu plus de 600 milliards de dollars comparé à l'or avec 11 trillions et la masse monétaire du dollar américain à 19 trillions. Une faible variation dans l'offre ou la demande du Bitcoin aura beaucoup plus d'impact sur le prix de la crypto-monnaie que si le même phénomène se produit sur le marché de l'or ou du dollar américain. Cependant, la monnaie virtuelle se démocratise de plus en plus car il est maintenant possible de l'acquérir via des applications populaires comme PayPal et Cash App de la compagnie Square. D'ailleurs, Square a récemment fait un investissement de 50 millions dans le Bitcoin alors que MicroStrategy en a acheté pour 1 milliard en 2020.
Et certains investisseurs de renom se sont aussi joints au mouvement pro-Bitcoin, tels que les milliardaires Stanley Druckenmiller et Paul Tudor Jones. Quant au prix, la firme d'investissement américaine JP Morgan Chase estime que le Bitcoin pourrait atteindre éventuellement 146 000 $ américains. D'autres investisseurs d'avant-garde, comme Chamath Palihapitiya, sont confiants que la crypto-monnaie atteindra les 100 ou 200 000 $ en raison de l'incompétence des dirigeants politiques et de leur conduite de la politique monétaire. C'est bien beau tout ça, mais tout n'est pas rose non plus. En fait, personne ne sait quel sera le prix du Bitcoin dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Le Bitcoin est un actif non productif. Il est donc impossible de lui déterminer une valeur comme on peut le faire avec l'immobilier, les actions ou une ferme. Lorsqu'on achète du Bitcoin, la seule façon de faire de l'argent, c'est de trouver quelqu'un qui veut payer plus cher pour notre Bitcoin que le prix pour lequel nous l'avons acheté. Bien que la crypto-monnaie est de plus en plus adoptée au sein de la communauté d'investisseurs, un nombre toujours plus grand de nouveaux adeptes est nécessaire afin que la demande soit soutenue et que le prix continue de monter. La volatilité est aussi problématique. Du jour au lendemain, 10, 15, même 20% de notre investissement peut s'envoler en raison de la forte variation des prix. De plus, 95% de tous les bitcoins en circulation sont contrôlés par moins de 2% des investisseurs. Les Bitcoin whales, tels qu'ils sont communément appelés, peuvent donc avoir une influence significative sur le prix de la crypto-monnaie lorsqu'ils décident de liquider une partie de leur actif. Un des grands risques entourant le Bitcoin reste la réglementation de l'actif par les différents gouvernements. Certains pays comme le Japon en ont légalisé l'usage alors que d'autres comme la Chine ont limité son utilisation. Au Canada, les monnaies virtuelles sont reconnues par l'Agence du revenu du Canada. Le Bitcoin peut être utilisé pour payer des biens, des services ou même des salaires. Et lorsque détenu comme un investissement, l'impôt sur le gain en capital doit être prélevé lors de la vente. Malgré tout, contrôler les crypto-monnaies est un défi substantiel pour les gouvernements parce que le Bitcoin a justement été inventé pour éviter un tel contrôle. Or, il est peu probable que les gouvernements et autres autorités financières centrales laissent le Bitcoin compétitionner avec le système traditionnel, advenant une accélération de son adoption parmi la population en général. Pour cette raison, davantage de réglementation est à prévoir et celle-ci, ne pouvant s'attaquer directement au Bitcoin, pourrait toucher les plateformes d'échange, ce qui pourrait affecter le prix à la baisse, bien évidemment. Enfin, est-ce que le Bitcoin est une opportunité ou une arnaque? La ligne est souvent mince entre les deux. À mon avis, le Bitcoin est une réelle percée technologique donnant aux individus les moyens de contrôler le système financier en s'affranchissant de l'intermédiaire des banques et des gouvernements. En ce sens, il accorde donc une liberté financière accrue à ses utilisateurs. Cependant, acquérir des Bitcoins reste extrêmement spéculatif et rien ne garantit que la monnaie virtuelle fera l'objet d'une adoption à grande échelle. La hausse de son prix est donc loin d'être garantie. Au final, c'est une question de foi. Et vous y croyez au Bitcoin ou non? Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.